France Info et France 24 présentent Bonjour, il n'était plus revenu parmi ses pairs depuis 2011 et le déclenchement d'une répression sanglante qui allait déboucher sur une décennie de guerre civile. 500 000 morts plus tard, Bachar el-Assad est donc de retour au sein de la Ligue arabe, comme réhabilité par la Grande Porte et par la volonté d'un homme, Mohamed Ben Salman. Quel est donc ce pacte qui lie désormais les adversaires d'hier? L'enfant terrible d'Arabie Saoudite au boucher de Damas? C'est vous, Agnès Levallois, qui allez nous répondre, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Mais d'abord, retour en images sur ce parcours et ce choix pour le moins singulier, celui d'un homme qui sacrifia son peuple pour mieux préserver son pouvoir. C'est à suivre tout de suite en images avec Dominique Derda pour France Télévisions. Bachar el-Assad était un jeune homme timide et effacé. Il est devenu l'un des dictateurs les plus meurtriers que le monde a connus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire retiendra de lui qu'il a autorisé la torture systématique dans les prisons syriennes, qu'il a fait gazer des familles entières, ses propres concitoyens, avec des armes chimiques. Elle retiendra aussi que pour rester au pouvoir, il a réduit son pays en cendres. Rien ne prédestinait cet ophtalmologue à devenir président. Il a 34 ans en l'an 2000 quand il succède à son père à la tête de la Syrie. Le poste était promis à son frère aîné, mais il est mort 6 ans plus tôt dans un accident de voiture. Les Al-Assad sont des musulmans alaouites, une minorité chiite dans ce pays sunnite à 70%. À peine élu, Bachar el-Assad promet des réformes, une libéralisation du régime, la lutte contre la corruption. Mais très vite, les Syriens déchantent, le pouvoir durcit son emprise. Sur la scène internationale, on lui reproche ses liens avec l'Iran et le Hezbollah libanais. Puis on le courtise, à nouveau. En 2008, il est invité au défilé du 14 juillet à Paris et reçu avec tous les égards, en compagnie de son épouse, au palais de l'Élysée. La Syrie ne tarde pas à être gagnée à son tour par les printemps arabes. Les manifestants réclament plus de liberté, de démocratie, de justice. La répression est sans merci. L'opposition prend les armes. En quelques semaines, le pays bascule dans la guerre civile. Des combattants étrangers venus du monde entier convergent vers la Syrie. Ils rêvent de bâtir un État islamique et font régner la terreur. Pris entre la barbarie des djihadistes et les crimes du régime, les Syriens fuient en masse. L'armée syrienne perd du terrain. Bachar el-Assad est aux abois. C'est à l'intervention militaire de la Russie qu'il doit sa survie. Et indirectement, à la coalition internationale qui a armé et soutenu les milices kurdes en première ligne face aux hommes du califat. En octobre 2019, Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, est éliminé par les forces spéciales américaines. La guerre n'est pas encore terminée, mais elle a déjà fait plus de 380 000 morts. Résultat, la Syrie est aujourd'hui un pays décimé et en ruine, Pauline Forgue. En 12 ans de guerre, la Syrie est devenue un pays morcelé. Différentes forces armées se partagent le territoire. On peut le voir sur cette carte. D'abord, Damas, Alep et les alentours sont contrôlés par les forces du régime de Bachar el-Assad qui apparaît ici en orange. Ici, sur l'est du territoire, en jaune, se trouvent les forces kurdes. On trouve également des poches, par exemple ici à la frontière avec la Turquie, poche qui est contrôlée par l'armée turque, mais aussi des poches ici qui apparaissent en grise et qui sont, elles, contrôlées par l'organisation État islamique. Enfin, on peut noter la présence ici en vert, dans la région d'Idlib, des derniers groupes rebelles djihadistes. Il s'agit clairement du dernier bastion rebelle du pays. Le territoire est administré par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda.
Un très lourd bilan après 12 ans de guerre, Pauline. Oui, depuis le début de la guerre, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme estime que ce conflit, il a fait plus de 306 000 morts parmi les civils. Mais comme il est très difficile d'établir avec précision un bilan humain dans le cadre d'un conflit, d'autres chiffres existent. Je peux vous en montrer un second. Cette fois-ci, il provient de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui, lui, estime que ce conflit a fait plus d'1 demi-million de décès, à la fois côté civil, mais aussi côté rebelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette guerre en Syrie, c'est avant tout la plus grande crise de déplacement au monde. On a 7 millions de Syriens qui ont décidé de fuir leur foyer pour aller se réfugier dans une autre partie de leur pays. Mais ce n'est pas tout, puisque 6,6 millions de Syriens, eux, ont décidé tout simplement de quitter leur pays en guerre pour cette fois-ci aller se réfugier dans un autre pays, souvent un pays voisin. On sait par exemple que la Turquie accueille de très nombreux Syriens. Tout ça pour vous dire et pour faire le constat qu'à l'heure actuelle, on estime que plus d'1 réfugié sur 4 dans le monde est un Syrien, ce qui veut dire que c'est la plus importante population de personnes réfugiées et déplacées à hauteur de la planète. Et un pays sur lequel règne malgré tout Bachar el-Assad, Agnès Levallois, dans quelle proportion ? Alors, on considère aujourd'hui que Bachar el-Assad contrôle à peu près 70% du territoire, puisque, comme ça vient d'être expliqué, toute la zone nord-est est sous le contrôle des Kurdes. C'est ce qu'on appelle le Rojava, qui est une zone autonome. Et l'autre partie importante qui échappe au contrôle de Assad, c'est la région de Idlib, qui est donc la région dans laquelle tous les opposants à Assad ont été mis pour les contenir, finalement. Et c'est une poche que le régime de Assad aimerait faire disparaître. Et dire c'est une zone qui est régulièrement bombardée par les Russes et par le régime de Assad pour tenter d'en venir à bout. Mais pour l'instant, c'est une zone qui résiste encore. Oui, et sans opposition aujourd'hui à Bachar el-Assad dans les zones qu'il contrôle. Il y a un certain nombre de Syriens quand même qui aujourd'hui manifestent régulièrement. On a vu des manifestations par exemple à Souaïda, qui est une ville au sud de Damas, où il y a eu donc des manifestations de Syriens qui habitent donc dans les zones contrôlées par le régime, mais qui estiment que le régime les a en quelque sorte abandonnés, ou en tous les cas ne fait pas ce qu'il faut pour leur permettre de vivre correctement. Donc même s'il a repris le contrôle de ces 70% du territoire, il y a quand même régulièrement des manifestations qui ne prennent absolument pas l'ampleur des manifestations de 2011, mais qui sont quand même des manifestations de mécontentement fort par rapport à la situation, et considérant que Assad n'a pas toujours fait ce qu'il fallait pour tenter de trouver une solution et sortir le pays du drame dans lequel il est plongé depuis 2011. Un pouvoir syrien très affaibli, donc, mais qui continue, semble-t-il, d'attirer au plan régional. Pourquoi ce retour de Bachar, Agnès Varamian, comment le dirigeant syrien a-t-il réussi son pari de réintégrer la Ligue arabe ? Les pays arabes ont d'abord obéi à un principe de réalité. Après 12 ans de conflit et d'isolement international, eh bien, Bachar el-Assad contrôle 70% de la Syrie. Il reste le maître de Damas et il faut lui reparler. Ensuite, la Syrie instable et isolée diplomatiquement eh bien, est dangereuse. D'abord parce qu'il y a la question des réfugiés. Ils sont 4 millions tout autour dans les pays limitrophes, la Turquie, la Jordanie. Ils pèsent lourd économiquement, ils créent des tensions en interne. Et ils sont aussi des groupes vulnérables qu'on pourrait manipuler de l'étranger. La Turquie, la Jordanie voudraient renégocier avec Bachar el-Assad le retour de ces réfugiés. Et puis, il y a aussi la question de la drogue. La Syrie est devenue un narco-État, une production et une commercialisation du Captagon, cette amphétamine très puissante, organisée par le clan Assad, même s'il le nie. Et le Captagon est déversé par la Syrie sur les pays du Golfe. Les Émirats, l'Arabie saoudite veulent absolument négocier avec Assad en lui disant « Écoutez, on investit largement dans l'économie, on reconstruit la Syrie, mais en échange, vous arrêtez ce trafic de Captagon. » Vous voyez, ce sont les 3 raisons pour lesquelles eh bien, les pays arabes ont renoué avec la Syrie, favorisés par un élément, le séisme de février. Ils ont pu renouer avec ce chef d'État eh bien, sans perdre la face, puisqu'il s'agissait de parler d'aide humanitaire aux populations.
Agnès Levallois, des frères arabes qui, dans la déclaration d'Amman, ont élaboré une feuille de route. Elle prévoit une nouvelle constitution, l'organisation d'élections sous l'égide de l'ONU, la libération des prisonniers, encore le retour des réfugiés. Une pression qui s'impose réellement à Assad ou un vœu pieux, du simple affichage? Un vœu pieux, puisqu'on sait très bien que cette feuille de route d'Amman est celle qui avait été déjà délimitée et proposée par l'ONU, en particulier dans le fameux processus de Genève, qui est un processus qui a été lancé très vite après le déclenchement de la guerre en Syrie pour tenter de trouver une solution. Et donc, dans les discussions de Genève, il était déjà question d'une nouvelle constitution, d'élections, sous l'égide de l'ONU évidemment, et la question des disparus, et au moins que les familles syriennes savent où se trouvent les personnes qui ont disparu. Donc cette feuille de route n'a jamais été acceptée par Bachar el-Assad. Celui-ci, de toute façon, ne veut pas négocier. Et donc de remettre sur le devant de la scène ces différentes conditions, sur le papier, c'est très bien, mais on ne voit pas pourquoi aujourd'hui Assad accepterait de remplir ces conditions, alors qu'au moment où il était beaucoup plus en difficulté, il ne l'a pas fait. Donc le piège, me semble-t-il, dans cette affaire de normalisation menée par les pays arabes, c'est qu'on sait très bien que c'est un régime qui n'a jamais respecté le moindre engagement qu'il a pris. C'est un régime et un chef de l'État en particulier qui ment éhontément, et on l'a vu à chaque étape de ce conflit. Et donc, on voit bien que dans cette feuille de route proposée à Amman, eh bien, on est dans de la rhétorique pour quand même dire que les pays arabes ne sont pas prêts à réintégrer Bachar el-Assad comme ça, et qu'il faut quand même poser des conditions. Un pouvoir qui s'est réinséré finalement dans sa région par son pouvoir de nuisance, on l'a compris. Les puissances occidentales, elles vont à leur tour devoir normaliser leurs relations avec la Syrie, d'après vous? Je ne crois pas, puisqu'on a quand même une position très, très dure de la part des Américains en particulier, qui ont voté un certain nombre de sanctions, et encore une récemment, pour empêcher la normalisation. Que les pays européens, eux aussi, ont voté des sanctions alors contre des personnes, donc contre tous les responsables de ce régime. Alors, il y a des tensions aujourd'hui au sein des pays européens, puisque tous ne sont pas sur la même ligne. Certains, se considérant comme pragmatiques, aimeraient une normalisation. Au nom de quoi? Du retour des réfugiés comme les voisins arabes, de la crainte aussi du Captagon qui deviendrait un fléau mondial? Alors, c'est vrai que le Captagon, on en a parlé, touche les pays du Golfe, mais également en Europe. On sait qu'ils arrivent en Europe. Il y a eu des prises aux Pays-Bas importantes. La question du terrorisme et la question des réfugiés. Et donc, dans la gestion de la question des réfugiés en particulier, certains pays européens considèrent qu'il faut parler avec Bachar el-Assad, même si, là encore, je crains que ce soit un leurre de penser qu'on peut négocier quoi que ce soit avec ce régime. En tout cas, en Syrie, on continue d'entretenir le culte du chef. Jamais la propagande pro-Bachar ne s'est arrêtée, à l'image de cette chanson intitulée « Dieu, la Syrie et Bachar », tout un programme jugé plus tôt. الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار نحن رجالك يا بشار كنيسة وجامع متحدين والمحبي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار نحن رجالك يا بشار سوريا. Le monde dans tous ses états continue dans un instant, juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du monde dans tous ses états, jusqu'où sommes-nous prêts à oublier? Où s'arrêtera Bachar el-Assad dans son retour en grâce sur la scène internationale? On continue d'en parler avec vous, Agnès Levallois. Car oui, comment oublier le demi-million de morts de ces 12 années de guerre en Syrie? En Allemagne, en vertu de la compétence universelle, on instruit les meurtres commis par d'anciens dignitaires syriens qui ont trouvé refuge outre-Rhin, Anne Maillet. Oui, les magistrats allemands appliquent le principe de compétence universelle de manière assez large, ce qui leur permet d'ouvrir des procédures dès lors que des crimes contre l'humanité sont en cause, et même si les faits se sont déroulés à l'étranger. Et comme l'Allemagne est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés syriens au sein de l'Union européenne depuis 2015, eh bien ce genre de procès se multiplie ces dernières années, car des bourreaux
ont également cherché refuge en Allemagne. Ainsi, en 2022, un ancien membre du renseignement syrien a été condamné à la perpétuité en Allemagne dans un procès historique. Il y a quelques mois, dans ce tribunal berlinois, c'est un réfugié apatride qui a été condamné à la prison à vie pour crime de guerre. Et enfin, le tribunal de Francfort se penche actuellement sur le rôle d'un médecin syrien dans des actes de torture cautionnés par le régime syrien. Alors bien évidemment, ces procès représentent un défi pour la justice allemande qui n'a pas accès aux archives en Syrie et qui bien évidemment ne peut pas compter sur la coopération de Damas, mais chacun d'entre eux lève un peu plus le voile sur les crimes commis par le régime syrien. En France aussi, Agnès Levallois, la justice peut poursuivre de tels crimes? Oui, il vient d'avoir un avis de la Cour de cassation extrêmement important parce que jusque-là, la France se refusait à pouvoir appliquer justement la même démarche que celle adoptée en Allemagne. Mais là, la Cour de cassation, aujourd'hui, a élargi justement le fameux champ de cette compétence universelle permettant de mettre en cause et de pouvoir organiser des procès mettant en cause donc des personnes dont on a effectivement eu des éléments de preuve selon lesquels ils ont été impliqués. Et il faut revenir quand même à un travail qui avait été fait il y a quelques années, absolument prodigieux, de ce photographe militaire syrien qui avait pris les clichés de toutes ces personnes tuées, torturées. Et c'est à partir de cette base, de toutes ces informations, que les Allemands ont pu instruire les procès et que la France peut aussi s'appuyer sur ces éléments de preuve, de ces photos, puisqu'un régime autoritaire, en fait, ne cesse de documenter ces meurtres pour que toute la chaîne de commandement puisse bien montrer qu'elle a fait le travail comme il fallait le faire. C'est une vraie question. Assad lui-même sera-t-il un jour jugé pour sa responsabilité dans ce demi-million de morts, dont beaucoup de civils ? Alors, il y a peu de chance, à moins qu'il s'amuse, si je puis dire, entre guillemets, à sortir du pays où là, il pourrait être mis en difficulté. Mais on voit bien que de toute façon, dans le contexte actuel, il y a peu de chance. Ce qui est important d'un point de vue pour l'exemple et pour les Syriens, parce qu'une grande partie des Syriens se sont aujourd'hui désespérés par cette normalisation, avec l'impression qu'on passe l'éponge sur tous ces drames. Vous avez parlé de 500 000 morts, mais il y a des centaines de milliers de disparus dont on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus. Les familles ne peuvent pas récupérer les corps. Et que ces procès, finalement, est un moyen quand même de montrer qu'il y a quand même quelque chose qui est entrepris. Peut-être qu'un jour, ça pourra conduire à ce procès, mais pour l'instant, il faut rester quand même très prudent dans la capacité de la communauté internationale à pouvoir aller jusque-là. Sur les 4 premiers mois de l'année seulement, l'OSDH déplore déjà 1 millier d'arrestations et 13 morts sous la torture en Syrie. Comment faire pour dissuader Assad de poursuivre ces méthodes ? Mais Assad n'arrêtera jamais. C'est-à-dire que s'il n'est pas contraint, il n'arrêtera pas. Et on voit bien que ce processus de normalisation ne peut que l'entraîner à poursuivre. Pour cela, je pense qu'il faut revenir à 2013, en deux minutes. Août 2013, le régime syrien utilise des armes chimiques contre sa population. À l'époque, Barack Obama, président américain, dit « si c'est avéré, on répliquera ». Et il n'y a pas eu de réplique. Et depuis, Bachar el-Assad a un permis de tuer qu'il utilise sans limite, puisqu'il sait de toute façon que les Américains et les Occidentaux, d'une façon générale, n'interviendront pas. Ils ont délégué la gestion du conflit syrien aux Russes et aux Iraniens. Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais si Bachar el-Assad peut entreprendre cette normalisation aujourd'hui, c'est avant tout grâce au soutien des Russes et des Iraniens. Et les Russes ont permis cela, et les Russes ne sont pas étrangers à cette normalisation. Ce retour, cette fois en tout cas, de Bachar el-Assad, il a été rendu possible par la volonté d'un homme, Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, hier encore ennemi juré de l'Iran, le principal parrain de la Syrie dans la région, vous venez de le dire, Agnès Levallois. Et à ce titre, jusqu'à présent, Mohammed Ben Salman était l'adversaire déclaré d'Assad. Pourquoi les deux hommes se sont-ils rapprochés? On voit ça avec Marc de Chalvron, c'est Enjeu de pouvoir pour France Télévisions. Considéré il y a peu comme un paria sur la scène internationale, brocardé pour sa brutalité, pour avoir déclenché notamment une guerre sanglante au Yémen. Mohammed Ben Salman, alias MBS, est redevenu incontournable au prix d'un virage diplomatique spectaculaire. Enjeu de pouvoir aujourd'hui pour comprendre les ressorts du retour en force du prince héritier d'Arabie Saoudite. Historiquement, la pétromonarchie est le premier allié des États-Unis dans la région. À son arrivée, MBS affiche d'ailleurs sa proximité avec le président américain d'alors, Donald Trump. Les deux hommes sont sur la même longueur d'onde, mais un événement vient briser l'idylle. Le 2 octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi, opposant à MBS, est assassiné au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Son corps dissous dans l'acide
et jetés dans les égouts. Joe Biden, le successeur de Donald Trump, pointe la responsabilité directe du prince héritier. Nous allons leur en faire payer le prix, en faire des parias. Ostracisé par l'Occident, fort de ses immenses réserves de pétrole, MBS se tourne vers la Chine, le grand rival des États-Unis. C'est d'ailleurs sous le parrainage de Pékin que le 10 mars dernier, l'Arabie saoudite annonce un rapprochement avec l'Iran, son ennemi juré. Un accord inattendu, un pied de nez aux États-Unis. La rupture avec l'allié américain est-elle consommée? Sur la protection militaire, évidemment, les Américains sont les seuls à être en capacité de véritablement protéger l'Arabie saoudite. Donc ils ont toujours besoin des Américains. Simplement, ils se rendent compte que il faut multiplier les alliances et les partenariats et que c'est aussi une manière de mettre la pression sur les Américains. Mohamed Ben Salman en quête d'alliance au moment où il lance une série de projets pharaoniques dans son pays, à l'image de The Line, cette ville futuriste tout en longueur, construite sur 170 km en plein désert. Le prince héritier, qui veut aussi faire de son pays la première destination touristique dans le monde, organiser les Jeux asiatiques d'hiver en 2029, la Coupe du monde de football dans 7 ans, un développement tous azimuts qui nécessite de sortir l'Arabie saoudite de son isolement. Désormais ouvert sur le monde, MBS n'a pas renoncé à diriger son royaume d'une main de fer. En faisant revenir aujourd'hui Assad au sein de la Ligue arabe dès le sommet actuel, Mohamed Ben Salman, Agnès Levallois, ne joue-t-il pas un jeu dangereux vis-à-vis de sa propre opinion publique quand on sait l'hostilité de la rue arabe envers Assad ? Oui, une hostilité et en même temps, pour l'instant, ce qu'on voit à travers cette affaire, c'est que MBS veut absolument s'imposer et sur la scène politique régionale. Et donc, à travers cela, il montre que c'est lui le chef. Et les personnes qui seraient amenées à contester cela savent que de toute façon, elles risquent gros, puisque l'Arabie saoudite aujourd'hui est devenue un système autoritaire. Et donc, à partir de là, la contestation risque d'être assez limitée en raison des conséquences que ça pourrait engendrer sur les personnes concernées. Assad a tout de même provoqué la mort de centaines de milliers de personnes, et notamment des sunnites, et provoqué le déplacement de millions d'entre eux. Il n'y a pas un phénomène de solidarité ? Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vraie lassitude et un vrai désespoir de la part de beaucoup de sociétés arabes après la parenthèse qui s'était ouverte en 2011 avec les mouvements de contestation, de s'apercevoir que c'est la contre-révolution qui a gagné, avec un retour de l'autoritarisme absolument partout et des régimes qui n'étaient pas autoritaires qui le sont devenus, comme l'Arabie et les Émirats arabes unis. Et donc, il y a un sentiment aujourd'hui de survie de la part de beaucoup de ces sociétés qui se considèrent de toute façon complètement mises de côté. Et donc, je crois que c'est plutôt ça, le sentiment qui prédomine pour l'instant, parce que je ne suis pas sûre que ça durera indéfiniment, parce que l'élan qui a été là en 2011 de montrer que les sociétés pouvaient bouger est encore là, mais il y a vraiment un épuisement face à la reprise de cet autoritarisme qui n'a jamais été aussi prégnant dans la région. En se rapprochant de l'Arabie saoudite, Assad ne met pas tous ses œufs dans le même panier, lui qui était totalement dépendant jusque-là de l'Iran. De l'Iran et de la Russie. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est que le président iranien s'est rendu à Damas au lendemain de l'annonce de la normalisation entre les Saoudiens et les Iraniens. Une façon des Iraniens de dire « d'accord, vous vous rapprochez et vous allez réintégrer la Ligue arabe, mais n'oubliez pas que c'est nous qui nous avons permis de rester au pouvoir pendant toutes ces années et donc nous sommes toujours là ». Et c'est là où il peut y avoir aussi un leurre de la part des Saoudiens qui pensent sûrement contrôler ou limiter l'influence iranienne, mais je crois que les Iraniens ne se laisseront pas déloger aussi facilement de Syrie. Seul le Qatar semble réticent aujourd'hui à réintégrer la Syrie d'Assad dans le jeu. Pourquoi ? Parce que le Qatar est toujours en opposition avec la politique incarnée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et que ça fait partie de sa stratégie qui est vraiment de garder une distance par rapport à ce que souhaitent faire les Saoudiens, de montrer que le Qatar n'est pas suiviste par rapport aux Saoudiens, puisque les Saoudiens entendent jouer un rôle encore plus prédominant, non seulement au sein du Conseil de coopération du Golfe, mais au sein de la Ligue arabe, parce que MBS, son obsession aujourd'hui, c'est de montrer que c'est lui, maintenant, le chef du monde arabe. Et donc, à partir de là, c'est ça qu'il veut affirmer. Et le Qatar, donc, montre toujours sa petite musique un peu différente, dans des proportions limitées, puisqu'il ne s'opposera pas à la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, mais ça n'empêche que le Qatar ne va pas forcément renouer, lui, des relations diplomatiques avec la Syrie. Syrie, Ligue arabe, on va revenir à présent aux origines de cette brouille, les raisons qui avaient valu au régime syrien sa mise à l'index, la terrible répression, ce n'est pas un vain mot, tout commença, voilà 12 ans, par de simples manifestations à Deraa. Bernard Lebrun pour France 2. Il suffisait d'une étincelle.
Elle est venue de cette ville du sud, Deraa, où depuis le 15 mars dernier, une centaine de manifestants qui avaient osé protester contre ce régime ont été tués dans les rues. Un régime né d'un énième coup d'État en 1970, réalisé par ce général Hafez el-Assad, le père de Bachar, qui restera 30 ans au pouvoir. Les années de plomb, parti unique, le parti Baas, laïque, nationaliste, pas d'élection, pas de liberté d'expression, et une police politique. Regardez bien les hommes en noir. Ce sont les Mourabarat, les membres de la police secrète, des civils à la solde du régime qui terrorisent la population depuis des décennies. Et puis il y a Hama. Bienvenue en enfer. Personne n'a oublié en Syrie la terrible répression qui a frappé cette ville en 1982. Les frères musulmans avaient soulevé ses habitants contre Damas. Les brigades de Rifat el-Assad, frère du président, ont bombardé la ville jour et nuit. Bilan de 10 à 25 000 morts, un carnage sans image. Les temps ont changé. Fini la loi du silence, quand les dictateurs s'en prennent à leur population. Dorénavant, le régime ne peut plus tuer sans que cela se sache. Même en Syrie, où pourtant Internet est censuré et Facebook interdit. Pourtant, Bachar al-Assad, à son arrivée, Agnès Levallois, avait incarné un temps un espoir de changement. Terminé tout ça. Oui, on a voulu y croire surtout. On a pensé que comme il était médecin, qu'il avait été formé à l'extérieur, il ne pourrait pas avoir les mêmes méthodes que son père. Évidemment qu'il a complètement mis ses pas dans ceux de son père, et c'est la nature du régime même qui n'a absolument pas changé. On aurait pu éviter tout de même ce qui s'est passé par la suite, déloger Bachar el-Assad quand il était encore temps. Je pense que la communauté internationale, les Occidentaux en tous les cas, n'ont pas tenu les promesses qu'ils avaient faites auprès de l'opposition, et que ça a été un élément, évidemment, qui a renforcé Bachar el-Assad, et on n'a pas donné les moyens, alors qu'on l'avait promis, à cette opposition pour tenter de l'aider à s'organiser, puisqu'évidemment, dans un régime autoritaire, par nature même, il n'y a pas d'opposition. Merci Agnès Levallois, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com et bien sûr la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses états.